Je vous présente aujourd'hui notre 486e journal de bord. Jean-Marie Le Pen, bonjour. Bonjour. Alors, la ville de Raqqa en Syrie a enfin été libérée des djihadistes. Par qui exactement, selon vous? Car les Kurdes ainsi que la coalition de l'OTAN en disputent la gloire à l'armée syrienne officielle, gouvernementale. Oui, ils sont plusieurs sur le même morceau, là. Oui. Et ça peut engendrer peut-être des conflits entre vainqueurs, on ne sait jamais. En qu'il ne reste plus grand-chose à partager, à part des ruines. Bon, est-ce que cela met fin à l'influence de Daesh dans la région? Ça n'est pas sûr, mais c'est quand même un coup porté assez sévère à l'organisation terroriste, mais qui aura probablement l'occasion de se venger sur d'autres théâtres d'opération. Alors il se pose la question du retour éventuel des combattants aux côtés de Daesh, et notamment ceux qui, étant français, seraient tentés de revenir sur le territoire. Ah oui, alors ça, nous n'y tenons pas du tout. Et je crois que moi, puisqu'ils ont choisi d'aller se battre en Syrie, ils doivent rester en Syrie. Il me semble qu'il y a un gouvernement légal. On pourrait confier peut-être au gouvernement de M. Assad le soin de les mettre en prison et de les garder. Donc on délègue ce pouvoir de justice au gouvernement syrien, oui, puisqu'ils se sont battus sur le territoire. Dans cette circonstance, oui, ça me paraît sain. Le candidat conservateur autrichien, Sebastian Kurz, est sorti largement vainqueur des législatives. Quelle a été votre réaction, Président? Écoutez, je me suis souvenu d'abord que le FPO, le candidat du FPO à la présidence, avait failli être élu de très peu, et que le FPO, qui est le parti rival, peut-être plus proche du Front National que celui du président actuel, a été, je crois, a eu 27%, c'est-à-dire il est très près. Je crois que le premier a 31,5 et le second 27%. Ça indique, à mon avis, ça conduit à une alliance qui me paraîtra équilibrée et qui impulsera une politique réellement nationale à l'Autriche. Alors il semble que le sujet central, ça a été la question des migrants, qui a déterminé le vote des électeurs autrichiens, ce sujet-là en particulier. Est-ce qu'il y a des conséquences à en tirer pour la France et pour le Front National français? Il le sera. Il est évident que la question principale, parce que c'est le plus grave danger qui menace notre pays et notre continent, c'est celui des migrations massives. Et donc que cela ait une influence électorale en Autriche, ou peut-être l'influence de freinage de la presse n'est peut-être pas aussi importante qu'ici, parce que le déguisement, par exemple, quand on attaque la police, qu'on essaye de mettre le feu à leur voiture, la presse dit c'est un engin fumigène. Non, c'est un engin incendiaire. C'est pas tout à fait pareil, et ça, c'est de l'escroquerie morale. Alors il semble, pour compléter, que Sébastien Kurz, celui qui a gagné, le conservateur arrivé en tête, n'ait pas eu les pudeurs qu'on trouve chez les Républicains aujourd'hui en France, puisqu'il a assumé, lui, y compris la perspective d'une alliance avec le FPO, alors qu'ici on voit que je crois que beaucoup de pudeur. Je crois que c'est l'importance médiatique qui joue, et que les médias jouent dans la politique française un rôle, à mon avis, trop important, et font pression sur l'opinion. Et c'est une des raisons pour lesquelles, d'ailleurs, le Front National a eu toujours beaucoup de mal à progresser malgré la confiance des électeurs. Et alors, le Premier ministre Gérard Collomb exige des préfets qu'ils expulsent les clandestins avérés dangereux. Selon quels critères, selon vous, et dans quel pays, sachant qu'à 80% d'entre eux, ils n'ont pas révélé leur véritable identité, leur pays d'origine? Non, mais j'ai trouvé dans le discours de M. Macron une carence extrême quand il déclare que seront expulsables les clandestins qui auront commis des délits graves. Mais je signale que le fait d'être clandestin est déjà un délit qui justifie l'expulsion. Et qu'en ne l'exécutant pas, le gouvernement français s'en rend complice à la vérité. D'autant que la possibilité qu'il a de les renvoyer dans leur pays est presque nulle, et que le pourcentage qui est affiché des 2% ou 3% de gens, ce sont des Européens que l'on renvoie généralement en Roumanie ou dans des pays comme ça. On n'expulse pas sur les territoires extérieurs à l'Europe, pour la bonne raison qu'il faudrait que les pilotes et les équipages d'avions l'acceptent, que si c'était des avions militaires
ils ne soient pas accueillis par des manifestants agressifs à l'arrivée, c'est presque impossible. La seule solution, c'est d'empêcher les gens de rentrer. Et c'est exactement l'inverse que fait M. Macron. Alors, à propos de questions de sécurité, le président de la République veut rétablir quelque chose qui ressemble à la police de proximité que Nicolas Sarkozy avait instituée, que François Hollande avait retirée. Enfin, on ne comprend plus très bien ce qui s'est passé. Est-ce que vous croyez à cette notion de police de proximité? Mais, voyons, pourquoi a-t-on supprimé la police de proximité qui consistait à faire se promener dans les rues des quartiers des policiers en couple ou en triple? Mais c'est parce qu'ils ne pouvaient pas rester, parce qu'ils étaient agressés violemment. Et que par conséquent, quand la police n'y va pas en force, elle n'a pas la loi. Il y a plusieurs centaines de territoires et de villes françaises où la loi française ne s'applique plus parce que ce sont les immigrés, les étrangers qui font la loi et la police ne peut y entrer qu'en force. Et forcément, si j'ose dire, il y a peut-être conflit ouvert, mais la police de proximité est un leurre. Et d'ailleurs, pour en revenir toujours à Emmanuel Macron, il annonçait hier la sortie de l'état d'urgence pour le 1er novembre à venir. Y voyez-vous une utilité ou est-ce que vous pensez que ce soit pertinent? Écoutez, je ne vois pas très bien quelle est la différence qu'il y a entre l'état d'urgence et les législations qui sont en application. Est-ce qu'on va maintenir l'armée dans son rôle de police? Tout ça me paraît hors de proportion avec le problème qui est posé. Le problème qui est posé est un problème capital. C'est le problème de la migration massive vers notre pays, de la conquête. Et tout à l'heure, on parlait d'expulsion. Les pays d'où viennent ces gens-là ne veulent plus les recevoir. Considèrent, quand ils ne sont pas eux-mêmes complices du mouvement migratoire, que ça allège leur charge sociale et qu'ils se débarrassent ainsi d'un certain nombre de gens peu recommandables. Moi-même, étant au Maroc invité du Conseil des ministres à dîner, j'avais émis l'idée qu'on pouvait peut-être rapatrier un certain nombre de migrants marocains. Ah, il n'en est pas du tout question, dit les ministres marocains. Vous les avez, ben gardez-les. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule solution, ce sont des mesures françaises extrêmement dissuasives pour que les gens ne viennent pas ici. Absolument, absolument. Et il faut donc commencer par supprimer toutes les mesures permissives, excessivement permissives, qui sont la règle dans notre pays, à savoir le droit du sol, le droit d'asile, le regroupement familial, pour ne citer que cela. Il y en a d'autres. Il faut que le gouvernement français affiche une volonté claire qu'il n'y a plus de politique d'immigration dans notre pays. Nous sommes full up, comme on dit en anglais. Passez-moi cet anglicisme. Nous en avons ras-le-bol. Et on doit d'ailleurs savoir au plus tôt la vérité sur le nombre des immigrés et des étrangers qu'il y a en France, leur origine nationale ou ethnique. On a le droit et le devoir de tout savoir, puisqu'il s'agit en effet d'un danger mortel. Bien alors, la mission d'information de l'Assemblée nationale doit plancher sur une éventuelle abolition du versement systématique des allocations familiales, et ce, au prorata du revenu des foyers français. Quelle est votre réaction? Qu'est-ce que ça vous inspire? Personnellement, je suis pour le statu quo. Et la charge et l'incitation que souhaite ou que devrait souhaiter l'État que les familles françaises se développent plus largement qu'elles ne le font, qu'on devrait amener à maintenir une législation qui en elle-même n'est pas particulièrement généreuse d'ailleurs. Sur ces questions familiales, on peut rappeler peut-être que le Front National, à votre époque, mais pendant les dizaines d'années, avait dans son programme le salaire maternel. Est-ce qu'il y a toujours une actualité de cette idée-là? C'était partie de la constatation que bien souvent les mères de famille, vers la cinquantaine, se voient préférer une partenaire plus jeune.
Et comme elles n'ont pas travaillé, elles n'ont pas de bulletin de salaire, puisqu'elles étaient mères de famille, eh bien, elles se trouvent sans ressources. C'est la raison pour laquelle le Front National avait proposé que les mères de famille reçoivent un salaire maternel au moins égal au SMIC à partir de 3 enfants, n'est-ce pas? Et que ceci contribue à leur établir une retraite maternelle, parce que très souvent, ces mères de famille qui ont trimé toute leur vie se trouvent sans ressources et même dans la misère. Est-ce qu'il ne peut pas quand même y avoir, alors, dans ce domaine aujourd'hui, un effet d'aubaine pour des familles qui ne sont pas d'origine française? Bien sûr, en l'occurrence, ce sont elles, ben oui, c'est une des conséquences, c'est que les grandes familles en France, ce ne sont plus des familles de souche, comme on dit, et si on a le droit de le dire, je ne sais pas. Et alors, Président, le Front National songe à déménager son siège, souhaitant se rapprocher du centre de la capitale. Est-ce une bonne idée selon vous? Non, une très mauvaise idée. Parce que d'abord, parce que Paris est très cher. Je dois dire que quand j'ai acheté le paquebot, il y a quelques dizaines d'années, eh bien, pour la même somme, j'avais à Paris un espace 5 fois plus petit. Donc, je pense d'ailleurs que ça n'est pas dans l'intention du Front National. Je crois que sagement, il souhaite revenir dans l'ouest parisien, qui est tout de même très proche de Paris, peut-être à Saint-Cloud, je ne sais pas. Oui, c'est la rumeur, ça. On parle de Oui, Saint-Cloud. Il y a une rumeur. Alors... Mais si le Front National réintègre Saint-Cloud, il pourrait peut-être aussi réintégrer son président d'honneur. Ah, entre autres, et pas seulement lui. Tous ceux qui comptent œuvrer pour la France et qui sont mis à l'écart pour des raisons souvent obscures. Mais alors, depuis les révélations quant au harcèlement sexuel et au viol qu'infligeait le producteur de cinéma Harvey Weinstein... Weinstein. Il faut... à des comédiennes, les femmes se libèrent via Twitter au moyen de hashtag Balance ton porc. Cette histoire vous a-t-elle étonné, voire vous a-t-elle fait tomber des nues, si je puis dire? Je suis rarement dans les nues, en l'occurrence. Et non, seulement je vois s'amorcer une espèce de vortex de dénonciation qui va pousser un certain nombre de paranoïaques à se déclarer agressés sexuellement simplement parce que leur regard aura croisé le vôtre. Où ça commence, où ça s'arrête, ça devient ridicule. Je crois qu'il y a le code pénal est précis, il y a des actes qui sont éminemment répréhensibles et qui doivent l'être. Et puis, les plaintes doivent être instruites s'il y a, comment dirais-je, raison de le faire. Et puis, si l'on est agressé dans le cadre de l'entreprise où l'on se trouve, ben, écoutez, il y a toujours la possibilité de partir, de ne pas se laisser faire. Mais le vieux proverbe français dit « l'homme propose, la femme dispose ». Cela, évidemment, avec élégance, si possible, mais ça n'est pas toujours le cas. Mais je craindrais, moi, que le gouvernement n'ouvre là la boîte de Pandore d'où sortira ce qui est horrible, c'est-à-dire le dénoncialisme. Il semble qu'il y ait d'ailleurs, et c'est lié à l'immigration, des quartiers où le statut des femmes est encore plus contesté que dans d'autres endroits. Il y a des quartiers de notre pays, à nombreux, où les Européennes, catholiques, chrétiennes, sont obligées d'être voilées, sous peine d'être insultées, voire agressées dans les rues. Est-ce qu'il est possible de faire régner l'ordre dans ces quartiers? À mon avis, il faut reconquérir ces quartiers qui sont actuellement acquis à des autorités étrangères, non officielles, mais réelles. Bien alors, Président, les policiers de la brigade des stupes se révoltent contre les juges suite à la mise à pied de leur patron François Thierry, soupçonné de corruption. Qu'en pensez-vous de toute cette affaire? Il est évident que la frontière est extrêmement poreuse entre l'infiltration et le trafic. Mais il est bien évident que la police a besoin d'avoir des agents qui non seulement renseignent sur les trafics, surtout de drogue, mais même infiltrent des réseaux. Et on ne peut pas accuser les policiers qui sont en mission d'infiltration d'être trafiquants. Mais il y a là, évidemment, une frontière difficile à discerner
Mais parfois, c'est indispensable, surtout lorsqu'on veut, comment dirais-je, tomber sur un flagrant délit. Bien sûr. Est-ce que les magistrats, à ce moment-là, sont les mieux placés pour diriger les actions de police? Parce qu'on a l'impression qu'il y a un problème idéologique entre les deux. Évidemment, dans toute la justice française, une influence détestable qui est celle du syndicat de la magistrature, dont je rappelle, s'il est besoin, que lorsqu'ils ont annoncé leur programme, ils ont publié leur programme. Celui-ci était dans une brochure dont la première page en couleur représentait une tête de cochon avec un képi de flic. Cela laissait dire ce qu'ils pensaient de la police. Et donc, que les relations entre ces magistrats et la police soient mauvaises me paraît correspondre à une réalité, mais c'est aux magistrats, à mon avis, à se couler dans le moule de la loi. Bien, alors je vous remercie infiniment. Nous vous remercions, cher Président. Avec un petit mot tout de même qui explique l'absence de lecture, c'est que vous êtes en pleine rédaction du deuxième tome de vos mémoires, le premier étant bouclé. Voilà, le premier est bouclé, le deuxième se prépare, et c'est un gros travail, parce que chacune des périodes fait 44 ans. Mais les 44 ans comportent bien évidemment, outre mon histoire personnelle, l'histoire du Front National, l'histoire de la France, l'histoire de l'Europe et du monde. Ben merci. Et à la semaine prochaine.